je suis Jean-Aimé Dibakana Mwanda, c'est mon nom de naissance, mais en tant que sociologue, je signe mes livres comme cela, mais en tant que romancier, je signe Dibakana Mankessi. Donc je suis sociologue de formation, je suis enseignant, je suis chargé de mission, mais là nous sommes là pour l'écriture, donc je suis un peu écrivain aussi. Un peu écrivain aussi, vous avez écrit, on m'appelait Ascension Ferrier, un roman qui compte, je crois, 208 pages. De façon synthétique, si on peut revenir dans l'esprit justement de on m'appelait Ascension Ferrier. Merci. En fait, Ascension Ferrier, c'est une histoire qui raconte comment un maire qui a étudié en Occident et qui rentre en Afrique veut imposer en Afrique, dans le pays, enfin dans la ville où il est maire, toutes les habitudes qu'il a vues ici, mais vraiment en les transformant de façon très caricaturale. Par exemple, il va obliger les personnes à porter des cravates dans sa ville, parce que c'est la modernité, dit-il, et il va les obliger à porter cette cravate, quel que soit le lieu où ils se trouvent, y compris en allant dans les champs, y compris en allant au marché, y compris quelles que soient les activités. Et donc, vu que c'est une ville d'Afrique où il n'y a pas forcément des cravates, il n'y a pas forcément des grands magasins, eh bien Surtout pas le même climat qu'avec... Surtout pas le même climat. Donc la population se fabrique des cravates à sa convenance, par des fils de fer par exemple, des fils de fer ou des morceaux de tissu. Chacun doit avoir une cravate parce que c'est ce que le maire a décidé. Et donc c'est une jeune fille qui s'appelle Ascension Ferry, justement, il s'appelle ainsi parce que le maire a décidé que dans la ville, comme il a remarqué en Occident, il faut que tout le monde ait un prénom. Et tout le monde doit avoir un prénom, c'est pas tout. Il faut que les prénoms correspondent à la date de naissance. Et donc cette fille qui est née le jour de l'Ascension, qui est férié, le maire décide que voilà, c'est ce qui est marqué dans le calendrier qui doit être son prénom. Donc voilà comment il s'appelle Ascension Ferrier. C'est donc un livre qui pose un peu les questions de ce qu'on fait. Mais vous avez aussi écrit La brève histoire de ma mère. Oui, alors la brève histoire de ma mère, je dis toujours que c'est un roman un peu intimiste parce que c'est un roman qui s'appuie beaucoup sur des éléments de ma vie personnelle. Évidemment, il ne s'agit pas d'une autobiographie, mais je me suis servi quand même de quelques éléments de mon histoire personnelle, de l'histoire de ma famille notamment, pour écrire cet ouvrage. En fait, là, c'est l'histoire d'une femme qui va être enlevée de son milieu familial parce qu'elle va assister à une scène auquel elle ne devait pas assister. Elle est sortie pendant la nuit pour aller se soulager. Elle vit dans un village. Et vu qu'elle assistait à une scène, à une sorte de rite, et au matin, on est venu voir ses parents pour leur dire, écoutez, vu ce que votre fille a vu, voilà, soit elle disparaît, soit elle disparaît autrement, je veux dire physiquement. Et donc, soit on l'assassine en quelque sorte. Donc, la mère a accepté que son enfant puisse être, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, déporté dans une autre localité où on ne connaissait personne. Et donc c'est cette femme-là donc, qui après va épouser quand même la personne qui avait un peu le plus de pouvoir dans la localité. Et malheureusement, dans sa descendance, donc c'est la jeune fille qui raconte l'histoire. Elle va connaître un peu, aujourd'hui, c'est un peu à l'ordre du jour, la violence faite aux femmes, l'humiliation, et surtout cette femme, donc, compte tenu des souffrances qu'elle vit au quotidien, et compte tenu elle croit beaucoup à la tradition, et elle a reçu une sorte de message qui l'informe du jour de sa mort. Donc elle prévient ses enfants qu'elle va mourir tel jour à telle heure. Et ces enfants, à un moment, déjà, ils sont surpris et donc ils se mobilisent pour être présents le jour et l'heure que la maman a annoncé. Et lorsque la maman ne meurt pas cette fois-là, ils se disent que la maman est en train de jouer, que ce n'est pas vrai. Donc ils se réunissent comme ça une fois, deux fois, et au fur et à mesure que le jour de l'année où maman a annoncé sa mort arrive, et bien au fur et à mesure, ils sont 5 au départ, ensuite ils sont 2, ils sont 3, et puis il n'y a plus personne. Et le jour où il n'y a personne justement pour assister à ce que la maman a annoncé, c'est ce jour-là que maman décède. Et justement, cette situation va
emmener au sein de la famille, parmi les enfants, une sorte de désordre immense, parce qu'ils vont s'indexer les uns des autres. Oui, c'est toi qui n'étais pas là, pourquoi tu n'as pas été là alors que tu savais que maman avait prévenu qu'elle allait mourir, et voilà. Le salon du livre, c'est déjà demain. Le salon, pour un auteur, c'est très important. Ah, bien sûr que c'est très important. Le salon, c'est vraiment un endroit que nous fréquentons régulièrement, le salon du livre de Paris. Il se trouve un stand dans ce salon, le stand livre et auteur bassin du Congo, qui a donc pour objet particulier de réunir, en tout cas de présenter tous les ouvrages ou tous les auteurs appartenant à cette région de l'Afrique, donc l'Afrique centrale en quelque sorte. Mais... Et il n'y a pas que François Hollande, j'ai vu aussi Madame Toubira lorsqu'elle est venue. On l'a encore interviewé. Il y en a plein. Toubira cité l'année dernière. Voilà, tout à fait. On ne peut pas citer comme ça la liste parce qu'on n'en terminera pas, mais vraiment c'est un lieu où on croise les individus les plus prestigieux, on va dire, qui font la culture de ce monde. Amis de la culture, donc à nous revoir au Salon du Livre de Paris, porte de Versailles, du 21 au 24 mars 2014, au stand Livre et auteur bassin du Congo. Donc, je suis Emery Ruffin Makaya, mon nom de naissance, et mon nom de plume c'est Emery Ruffin. J'ai voulu faire simple. Faire simple, mais peut-être aussi écrire simplement une cité française. C'est dire quoi? De façon synthétique, si on peut revenir sur l'ensemble du livre. Oui. C'est un roman, voilà. C'est un roman qui relate le parcours d'un Africain classique qui arrive un jour en France et atterrit dans une cité de France, d'où le titre « Une cité française ». Donc, le roman parle de la vie des Africains de façon générale en France, et souvent dans les médias, on parle des cités, des banlieues, du malaise des banlieues, et justement j'ai voulu mettre en lumière les cités en France, d'où une cité française. Les cités en France, mais également les cultures, puisque là-dedans, vous parlez par exemple des sapeurs, je crois quelque chose de très très congolais. Hein. Tout à fait, de Congolais et même d'Africains, parce voilà. que quand on parle des sapeurs, on ne voit pas que les Congolais. Finalement. Il ne faut pas réduire la SAP aux seuls Congolais de Brazza ou de Kinshasa. Une spécificité, on l'avait dit, mais qui prend de plus en plus des proportions. Voilà. Tout à fait, oui. Donc, à la page 95, par exemple, de ce livre, je parle des sapeurs, des esthètes, des ambianceurs, des personnes élégantes, femmes comme hommes. Je m'en vais donc faire cette lecture. La SAP, un mouvement culturel revendiqué par des esthètes affectionnant des misses distinguées, les grandes marques de la beauté, de la haute couture, les fringues de façon générale. Au sein de cette société, les grandes griffes des créateurs classiques et contemporains de la mode connaissaient leur consécration extrême. Ici, le bel habit est porté avec déférence et vanté. Il s'ensuit des attitudes de frime, une manière de rehausser la noblesse des matières portées, de créer une ambiance de fête, parfois excessive et exhibitionniste, toujours dans l'art de la SAP. La SAP, c'est un très grand mouvement culturel et c'est bien dommage qu'on ne puisse pas vraiment mettre en avant ce mouvement, son aspect culturel, sa richesse et sa noblesse. Les aspects marketing de la SAP ne sont pas explorés, ne sont pas exploités. Quand on organise par exemple un défilé des sapeurs à Château-Rouge ou dans un lieu mouvementé de Paris, on ne fait pas appel à de grands sponsors. Les grandes maisons de couture ne sont pas là. Les mécènes qui peuvent aujourd'hui soutenir les sapeurs ou les créateurs africains ne sont pas présents. Et c'est bien dommage. Donc, j'invite tous les amateurs de culture, d'art moderne, l'art contemporain, de venir au Salon du Livre du 21 au 24 mars 2014. Et là, je pense qu'il y aura de grandes tables rondes, de grands débats littéraires, artistiques, et pourquoi pas parler aussi un peu de la SAP qui fait partie de notre culture au Salon du Livre. Ce serait une bonne mixité, une bonne diversité. Le livre sur la science des pyramides
à plusieurs volets. D'abord, je suis arrivé à comprendre par des hypothèses et des faits scientifiques que les pyramides ont des aspects scientifiques et que ces aspects scientifiques ont des buts pour nous aider en tant qu'humains habitant sur la planète Terre. Comment? Donc, premièrement, l'aspect primordial. Le premier but scientifique de la construction des pyramides, selon mes investigations, est lié au changement climatique. Dans ce sens que les pyramides ont une interaction avec le noyau de la Terre. Bon, évidemment, je vous donnerai l'opportunité de découvrir cette démonstration sur les images, mais sauf que pour repartir sur les pyramides et le noyau de la Terre, donc les pyramides avaient été construites pour nourrir le noyau de la Terre. Et nous savons que le noyau de la Terre, de point de vue scientifique, est responsable de notre protection, en ce sens que le noyau de la Terre fournit de l'énergie qu'on appelle en termes scientifiques la couche d'ozone. Donc cette couche, comment dire ça en bon terme, ce parapluie qui protège la Terre est généré par le noyau de la Terre. Donc l'énergie que moi j'appelle parapluie, pour que les spectateurs comprennent un peu ce que je veux dire, donc ce parapluie qui nous protège est généré par ce noyau. Et ce noyau a besoin d'énergie. Donc les pyramides agissent comme des batteries. Ce sont les conclusions de mes recherches, ce sont des batteries scientifiques qui ont pour but de créer de l'énergie. Et cette énergie, évidemment, est naturellement, scientifiquement envoyée vers le fond de la Terre. Pourtant, les pyramides, on ne les trouve pas partout. Tout à fait. Vous aurez des pyramides même en Afrique. Et déjà, il en existait 250 avant. Et il y a aussi des pyramides aux îles Maurice. Et il y a aussi des pyramides aux Seychelles. Et des pyramides, des pyramides un peu partout dans le monde. Sauf qu'on n'a jamais eu l'opportunité d'être exposé à ces informations. Maintenant, de nos jours, il y a des hommes de science qui sont plus intéressés à vouloir donner l'opportunité à l'humanité de comprendre, d'être informé que les pyramides, il y en a partout. Et pourquoi ces pyramides existent partout? Donc, mes investigations pointent vers le premier aspect, le changement climatique, parce que les vents solaires traversent maintenant notre planète. Est-ce qu'on peut dire que ce noyau est en train de subir ce qu'on appelle l'usure du temps? Je pense oui. Et ce noyau, évidemment, est en train de se faire. Parce que déjà, on peut le constater par les changements climatiques qui sont en train de se présenter. Du coup, la communauté scientifique internationale est consciente que le champ magnétique terrestre de la Terre s'affaiblit, mais sauf qu'ils n'ont pas des solutions, ils n'ont pas des idées pour comprendre à quoi est due cette détérioration du champ magnétique terrestre. À votre avis, à quoi est due cette détérioration? Selon mes investigations, cette détérioration est causée par le manque d'énergie, la diminution d'énergie au sein du noyau de la Terre.